Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Vincent, bienvenue dans le podcast. Salut Ken. Comment tu vas? Eh bien, très bien, Cool. fraîchement. Fraîchement? Ah oui, oui, on se les pèle à Toulouse, hein. Ok, il fait combien? Enfin, je sais pas trop. En fait, depuis que la température est descendue sous les 10 degrés, je suis dans le déni. Ah d'accord, ça marche. Non, je veux pas, je ne veux pas savoir. Ne me parle pas. Bon, pour les auditrices et les auditeurs du podcast, alors, si vous débarquez, bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Vous avez le plaisir de démarrer votre aventure podcastienne avec Fundamentals en la présence de Vincent. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, je vous représente pas Vincent, je sais, j'ai même pas voulu regarder combien d'épisodes on avait déjà fait avant celui-là. Voilà, Vincent, c'est un guest récurrent. Et donc aujourd'hui, la thématique, c'est de parler du super projet qu'il a lancé avec trois autres de ses comparses, qui s'appelle V4. Voilà, c'est la thématique du jour. V4, qui d'ailleurs deviendra un sponsor officiel du podcast. Et je suis très content de ça. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste V4? Et puis cet épisode sera en deux parties, parce que je recevrai un des autres cofondateurs qui est Gabriel Pilon dans pas longtemps. Ce sera le prochain épisode pour parler de ça. Mais la base du projet, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Ouais, alors oui, très bien. Le principe de Vicat, c'est d'avoir un outil qui mesure objectivement la santé. Ok. Et c'est quelque chose qui manque énormément, à mon avis, à l'heure actuelle dans notre société. On a beaucoup d'outils pour savoir quand les gens tombent malades et ensuite les aider à sortir de la maladie. Mhm, C'est à ça que servent typiquement les médecins. mhm, Mais pour quantifier objectivement la santé, à l'heure actuelle, il y a quasiment rien, ou alors il y a des choses qui coûtent très cher et qui n'ont aucun sens. Par mhm. exemple, euh, des, euh, comment dire, des entreprises qui proposent des prises de sang à 3 000 € pour vous dire, oui, non, mais ils ont aucune gêne, hein. Pour vous dire que voilà, vous avez tous ces marqueurs sanguins-là, et en fait, ils essayent, à partir de fines fluctuations sur les marqueurs sanguins, de déterminer où est-ce qu'il y a des carences et quels sont les problèmes que ça va engendrer. Mhm. Sauf que ça, sur le plan scientifique, ça ne vaut absolument rien, parce que normalement en science, on est censé partir de ce qui se passe sur le plan clinique quand il y a un problème, et quand on n'arrive pas à déterminer ce qui ne va pas, on arrive ensuite sur le sanguin pour essayer d'ajuster le raisonnement. Mhm. Quand on part du sanguin, comme le milieu du sang, c'est un milieu qui est très régulé, la moindre fluctuation dans le sang, en fait, c'est pas parce que tu as par exemple un déficit en magnésium que tes risques de cancer augmentent de 10%. Ça n'a aucun sens sur le plan scientifique. Ouais. Ou par exemple, si tu fais une prise de sang juste après un entraînement et que tu as un niveau de créatinine très élevé, ça ne veut pas dire que tes reins vont s'arrêter dans 2 heures. Voilà, Ok. exactement. Il y a énormément d'exemples comme ça. Et c'est très très à la mode malheureusement à cause d'ailleurs de la médecine fonctionnelle qui en fait essaie d'être une médecine préventive, mais qui font raquer les gens sur des plusieurs milliers d'euros, pareil, Mhm. mais pour d'autres... après, c'est encore autre chose, parce que c'est... Mais bref, peu importe. Mon point, c'est que en fait, une procédure scientifique simple qui permet de quantifier objectivement la santé des gens, ça n'existe pas. Ok. Et en partie à cause du fait que la santé, ça n'est pas la même chose en valeur relative à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, à 80 ans. Ok. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes capacités maximales à 20 ans et à 60 ans, par exemple. C'est-à-dire que être capable de faire un squat à 100 kilos quand on a 20 ans et être capable de faire un squat à 100 kilos quand on a 60 ans, c'est pas du tout la même performance relative par Ok. rapport à l'âge. Ouais. Ça veut dire que faire un squat à 100 kilos quand tu as 20 ans, ce serait normal, entre guillemets. Je mets entre guillemets, gros guillemets. Oui. Enfin, Mais en tout cas, c'est bien. ouais, c'est bien. À 60 ans, c'est exceptionnel. Oui. Ok. Oui.
Pour le coup, c'est le gage de très grande qualité physique à 60 ans. Ok. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant? C'est parce que au niveau de la recherche scientifique, en fait, c'est mon travail que j'ai fait en recherche Mhm. qui a permis d'aboutir à un modèle mathématique qui permet d'expliquer les modifications des performances en fonction de l'âge. Ok. Et donc j'utilise ce modèle-là afin d'ajuster les performances maximales possibles et derrière ensuite de mettre une échelle à un âge donné pour chaque âge en fait Mhm. des performances. Ce qui me permet en fait de savoir exactement à n'importe quel âge si en faisant telle ou telle barre, telle ou telle charge, en soulevant tel ou tel poids, en ayant tel ou tel VO2 max, ça permet en fait de savoir si on est en bonne santé ou pas. Ok. Ce modèle mathématique, c'est toi qui l'as imaginé, créé, mis en place? Alors j'y ai largement contribué, mais c'est pareil, c'est dans une procédure de recherche, donc du coup, je suis pas le seul à y avoir contribué, ouais. Ok, d'accord. Donc, en gros, ce modèle mathématique, il permet, si je résume de manière très grossière, de mettre une information qui correspond à un exercice avec une charge, plus une information qui correspond à un type de personne avec un âge, et de permettre de dire si la personne elle est en bonne santé ou pas par rapport à son âge et par rapport à la perf. C'est même pas ça. Ok. C'est plutôt. Attends, je vais te montrer avec un. J'avais fait une publication sur Insta. Je vais te montrer avec un exemple. Tchoupou, tchoupou, tchou. Euh, Attends, voilà, je te permets de partager l'écran si tu veux. Ah, j'allais te l'envoyer, Ah ouais, simplement. mais si tu veux Dans- partager l'écran. Je te l'ai mis dans la messagerie. Ok, alors, je vais regarder ça. Je l'ai. Oui, c'est bon. Si tu veux, tu peux Ok, le partager. ouais. Ah, je vois. Donc, je vais le partager pour que les gens ils puissent voir ça. Hop là. Partager. Et voilà, il y a le modèle. Voilà. Donc, là, le principe, par exemple, c'est que pour la VO2 max, typiquement, Mhm, en fonction de votre âge, vous savez en fait si avoir 42 VO2 max, c'est plutôt faible, c'est plutôt moyen, c'est plutôt très bon, mhm. tout simplement. Ok, Euh, et en plus, moi là, j'ai pris comme repère les anciens repères des années 60-50, avant que les gouvernements se disent, tiens, bah, comme la population générale a perdu en fitness, on va diminuer les normes. d'accord. Mais ça typiquement, c'est les normes anciennes qui sont, à mon avis, bien meilleures pour la santé. Et d'ailleurs, c'est ce qui est confirmé par la recherche scientifique. Typiquement, au-dessus de 52 VO2 max, on a des effets bénéfiques sur la prévention des causes de mortalité, toutes causes confondues. Ok, Euh, donc, c'est pour ça que j'ai marqué que c'était bon. ok. Et voilà, typiquement, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de l'âge, eh ben, être dans la courbe bon, c'est pas du tout la même chose en début de vie ou en fin de vie. Ouais. À 80 ans, être dans les bons, en fait, il faut être à 35, alors qu'à 30 ans, il faut être à 52. Ok, d'accord. Ok. Là, vous avez, jusqu'à maintenant, il y a combien de personnes, en plus de ma personne, qui ont utilisé V4 pour faire leur test? Vous êtes à combien de personnes testées? Euh, quelques... un peu plus de 200. Ok. Oh, super. Ça fait combien de temps que le projet il est lancé officiellement? Ça fait pas très longtemps, moins d'un mois. Moins d'un mois, ok, très beau score. De manière générale, du coup, est-ce que vous avez, bah, j'imagine que vous avez des datas sur la santé générale de ces 200 personnes? Oui, on les a pas regardés encore. Ok, d'accord. Donc vous n'avez pas une idée du niveau de santé moyen de toutes les personnes que vous avez testées. Non, parce que de toute façon, ce serait un échantillon qui est trop petit par rapport à la population générale. Ok. Pour le coup, ça, c'est des données épidémiologiques qui sont connues en France et qui sont données par des institutions classiques, avec comme l'INSEE. Mhm. Et en gros, la VO2 max moyenne en France, on est aux alentours de entre 35 et 40. Pah, je suis au-dessus de la moyenne, c'est beau ça. Force. Ouais, ouais, oui, voilà. Mais le problème, si tu regardes la courbe là, Oui, je suis tu te rends pas, compte que... je suis bien, mais je pourrais être mieux. Non, non, mais surtout, c'est pas ça. C'est que, en fait, 35-40, c'est quand même assez bas, Ouais. tu vois. Oui, oui, C'est bien plus- sûr. c'est plutôt délétère pour la santé Ouais, que ouais, positif. ok. C'est quoi le... Alors, Vincent, c'est un ami, mais comme je l'aime fort d'amour, je vais quand même être un peu taquin avec lui, parce que le but, c'est aussi Mhm. de le challenger. C'est quoi la différence entre utiliser, par exemple, V4
Et puis, donc, il va te donner une mesure que tu vas pouvoir refaire à intervalles réguliers. Cet intervalle, c'est quoi l'idéal? C'est tous les 3 mois, par exemple? Non, c'est maximum 2 fois par an. Ok, maximum 2 fois par an. Quel est l'intérêt de mesurer son état de santé avec V4 versus, par exemple, avoir un Whoop, tu sais, le bracelet, qui te donne Mhm. des feedbacks beaucoup plus réguliers? Enfin, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose de complémentaire? Est-ce que ça n'a rien à voir? Ou au final, c'est quelque chose de Alors, différent? Tu peux utiliser l'un ou l'autre. c'est complémentaire, mais simplement, en fait, la Whoop ne peut pas te dire à quel point tu es en bonne santé pour ton âge. Ok, Ça n'existe pas. En fait, c'est pour ça que ce V4 est unique, c'est que il y a que ce modèle qui permet de le savoir. ok. Absolu versus relatif, quoi. Et oui, Donc, Whoop ou autre modèle ou autre outil de récupération, enfin de mesure de ton état de santé, c'est des mesures qui sont absolues et pas relatives à toi, à ton âge et à ta situation. ouais, tout à fait. Ok, Et en plus, là, ce que je t'ai montré, donc on le fait pour la VO2 max, mais on le fait également pour les tests de force ouais, et le test de mobilité. ok, d'accord. Euh, comment, donc tu es un des cofondateurs, tu es à l'initiative du projet, comment ça te pop dans la tête de créer ça? Est-ce que tu te rappelles du moment comment, plot twist où tu te dis, ah, faut que je fasse un truc comme ça. Moi, ça fait 10 ans que je veux faire un truc comme ça, hein. Ok. C'est simplement quand je faisais de la recherche déjà à l'INSEP, je voyais l'intérêt de ce modèle-là pour objectivement quantifier la santé, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Et avec le temps, les années, l'expérience, la perception de terrain que j'ai, ça s'est construit assez naturellement. D'accord. C'est aussi simple que ça. Mhm. Parce que le, cette idée de, comment dire, de mesurer sa santé objectivement, c'est quelque chose qui travaille beaucoup à la fois les entrepreneurs, les chercheurs, les médecins, les gens de terrain. Euh, et à l'heure actuelle, voilà, les médecins sont limités parce que, en fait, ils peuvent juste te dire si tu es malade ou pas. Mhm. Et avant, pendant très longtemps, même encore maintenant, on se sert un peu de ce critère pour dire si on est en bonne santé ou pas. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on est en bonne santé. Mhm. Ça, c'est un premier biais. Oui, ou c'est pas parce qu'on va chez le médecin, enfin, c'est pas parce qu'on va pas chez le médecin qu'on est en bonne santé. Oui, c'est plutôt ça, oui, Ouais. exactement. Le second biais, c'est que, ok, d'accord, pour mesurer la santé, c'est quoi les critères? Et en fait, ça s'est considérablement consolidé au cours des dernières années, mais il s'avère vraiment que les quatre marqueurs les plus importants pour la santé, c'est le cardio, la force, le sommeil et la qualité de ton système digestif. Mhm. Hein, c'est-à-dire via l'alimentation. Une alimentation correcte, mais ça induit derrière un système digestif de qualité. Pour te donner des chiffres, c'est que lorsque tu as, alors je prends des exemples caricaturaux, une VO2 max supérieure à 65. Ouais. C'est déjà un... Hein, c'est pas joli rigolo, tu vois. Voilà, c'est particulier. Eh ben, une VO2 max supérieure à 65, ça va représenter une diminution des risques de mortalité toutes causes confondues de 65% à peu près. Waouh. Ah ouais. Ouais, D'où l'intérêt de faire monter sa VO2 max. oui. Ouais. C'est le cardio est de très loin le premier marqueur de santé et longévité, devant tout le reste. Mhm. Euh, Maintenant, si je prends la force, si on est fort physiquement, et je reviendrai après sur ce que ça veut dire être fort physiquement, on diminue ses risques de mortalité toutes causes confondues de 30-35%. Est-ce que ça se cumule? Alors, ça se cumule, mais pas de manière linéaire, je vais y venir après. Si tu as un sommeil parfait, pareil, réduction des risques de mortalité toutes causes confondues de 30-35%. 30-35%, ça paraît pas énorme, mais en fait, si on le regarde sous forme de ratio, c'est comme si, en fait, on divisait les risques par 3. Ah, je trouve C'est ça. beaucoup. Enfin, tu dis que ça paraît pas énorme, mais je trouve ça énorme. Ouais. Toute Et, cause confondue. et c'est pareil pour le système digestif. Maintenant, si tu as une VO2 max, on va dire supérieure à 65, que tu es fort physiquement, ça veut dire que tu squattes au moins 2 fois ton poids de corps, par exemple. Mhm. Par exemple, ça peut être aussi 2 fois et demi en soulevé de terre, en poids de Mhm. corps. Que tu as un sommeil parfait et que ton système digestif est en excellente santé, donc tu as tout à fond, en gros, tu diminues tes risques de mortalité toutes causes confondues de 90-95%. Ça veut pas dire que tu Ce vas qui être veut dire, immortel. ouais, tu vas pas être immortel, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire en gros un gain d'espérance de vie de plus 10, plus 15 ans.
En bonne condition. En excellente, en bonne santé, ouais, en Ouais, excellente santé. ok. Ouais. Heureux. Tant qu'il n'y a pas un bus, quoi. Mais oui, ok. Voilà. Mais du coup, la moyenne d'âge, l'espérance de vie en France, c'est 80-85 ans. On va dire 80 pour prendre la moyenne basse. Pareil, je prends pareil, la norme basse pour entre 10 et 15 ans de gain. Ça fait plus 10. 80 plus 10, on est à 90 en excellente santé. Mhm. Voilà. Ouais. Et bien Oui. sûr, ça, c'est modulo, évidemment. Je peux pas lutter là-dessus, hein. On peut pas lutter contre tout ce qui est maladie génétique, etc. Mais Oui. euh, pour la majorité des gens, ça permet de savoir où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils peuvent aller et dans quel état. Ok. Est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que dans la quête d'une meilleure santé à travers de l'exercice, et je parle principalement de l'exercice parce qu'au final, je vois pas comment la quête d'un meilleur sommeil ou la quête d'une meilleure nutrition pourrait devenir délétère pour le corps, Ouais, mais c'est possible. c'est possible? Ok. Alors, Ouais. est-ce que dans la recherche de cette meilleure santé, on pourrait tomber dans un biais qui nous ferait en faire trop et donc du coup qui serait délétère pour la santé? Oui, oui, complètement. Ok. Toujours. D'où l'intérêt de se faire accompagner par des professionnels. Eh oui, Ouais. Donc ça, je précise, hein. Donc moi, j'ai fait, évidemment, j'ai bien fait mes devoirs. Donc avant de démarrer cet épisode avec Vincent, bah, j'ai fait mon protocole de V4, j'ai fait les tests de force, j'ai fait les tests de mobilité, de cardio, j'ai répondu aux questions sur le système digestif et sur le sommeil, parce qu'il y a une partie, donc il y a une partie testing et il y a une partie questionnaire, ouais, système digestif et sommeil. On en parlera avec Gabriel dans le prochain épisode. Mais voilà, donc la partie testing, c'est la force, la mobilité, le cardio, les questions. Et après, on reçoit un rapport avec l'explication. Et vous revenez et vous remettez souvent la couche, et je trouve ça très bien. Un, V4 n'a pas, si j'ai bien compris, pour objectif et comme finalité de faire remonter des pathologies. Et ou si tu en as en amont, bah, faut pas faire le test, il faut aller chez le médecin, si tu as des pathologies oui. précises. Et deux, les remédiations, vous mettez des conseils, et c'est très bien, mais vous précisez aussi qu'il faut se faire accompagner par des professionnels. Oui, alors c'est deux points essentiels. Un, le VCAT n'est pas un outil d'autodiagnostic. Hein, Mhm. le diagnostic, ça inclut du médical, c'est pour détecter des maladies, ça n'a aucun rapport. C'est un outil d'auto-évaluation Ok. pour mesurer la santé. C'est pas pareil du tout. D'ailleurs, ce serait dangereux techniquement, un outil d'autodiagnostic, ce serait complètement illégal, Mhm. pour dire la chose simplement. Et deux, V4, à l'inverse de pas mal d'applications ou de sites, etc., n'a pas vocation à remplacer les coachs, les nutritionnistes, etc. Au contraire, c'est un outil d'évaluation qui permet de se rendre compte qu'il faut être accompagné. Mhm. Et, et pour ça, moi, je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait, ça remet l'humain au centre de l'équation. C'est-à-dire que vous mesurez votre santé objectivement, vous savez si vous êtes dans les clous ou pas. Il s'avère que, je le sais statistiquement, parce que c'est les chiffres officiels, c'est les chiffres de l'INSEE, c'est les chiffres de la recherche, que la majorité des gens ne sont pas dans les clous. Ouais. Et donc, euh, la première solution qui doit être faite, qui doit être mise en place, plutôt que d'être laissé à soi-même ou de chercher les solutions tout seul, c'est d'aller voir un professionnel de santé compétent. Mhm. Si vous avez des soucis digestifs, vous allez voir un médecin ou mieux un nutritionniste en l'occurrence, probablement, à moins que vous ayez des pathologies lourdes. Si vous avez du mal, si vous n'êtes pas très fort en cardio et ou en muscu ou en mobilité, vous allez voir un coach, c'est aussi simple que ça. Mhm. Ouais. Si vous voulez d'ailleurs savoir quand est-ce qu'il faut aller voir quel professionnel et quel professionnel il ne faut pas aller voir dans certaines circonstances, je vous renvoie vers une des dernières vidéos que tu as fait sur ta chaîne YouTube où tu parles de ça de manière assez claire et assez précise. Ouais, Euh, un petit arbre de décision, ouais, c'est important. ok. Donc oui, en fait, V4, c'est pas du tout un outil miracle. C'est juste, à mon avis, le bon rouage qui manque à beaucoup de gens pour savoir où est-ce qu'ils en sont, Mhm, afin derrière de prendre la mesure de leur santé et donc derrière agir en conséquence. C'est aussi simple que ça, mais à mon avis, c'est essentiel et ça manque énormément à l'heure actuelle parce que ce que j'appelle le health game, c'est-à-dire cette espèce de communauté internet qui parle de sujets de santé, qui... Attends, au début, j'ai pas capté, j'ai cru que tu avais dit elfe, tu sais, pour un elfe. Un Et je me elfe... suis dit, c'est quoi le jeu des elfes? Mais oui, ok, maintenant j'ai compris. Ouais, ouais, tu sais, oui, analogie au feed game, Ouais, le health ouais, game. ok. En fait, il y a plein de gens qui racontent tout et n'importe quoi.
Il y a des gens qui vont te dire que qui sont des biohackers, ce qui est un terme que je déteste et à mon avis, il faut s'éloigner de ces gens-là, qui en fait vous expliquent que la santé c'est ci, c'est ça. Oui, mais en fait, personne n'est en fait n'est responsable de ce qu'ils disent. C'est-à-dire personne ne peut dire voilà, ça va améliorer votre santé, mais je peux vous donner des chiffres exacts. Ouais, Là maintenant, il y a un outil pour ça. ouais. Oui, puis il y a toute la bibliographie et les études sur lesquelles vous vous êtes appuyé qui sont en fin de document aussi. Oui, Ça aide. Pourquoi est-ce que c'est pas possible de biohacker son corps, Vincent? mais parce qu'on n'est pas un ordinateur, hein. Tout simplement. Ah oui. Ok. C'est juste ça. Le hacking, ça veut dire introduire un virus pour le modifier de l'extérieur, entre guillemets, hein, en informatique. Mhm. Enfin, quelqu'un qui travaillerait en cybersécurité me dirait non, non, c'est plus compliqué que ça. Oui. Mais bon, le, on est notre propre corps. Donc, on va pas se hacker nous-mêmes, c'est Mhm. complètement con. C'est pas parce que tu entres ton mot de passe sur ton propre ordi que tu dis, ah, tu es un hacker. Non, c'est ton ordi. Tu connais ton mot de passe. Oui, mais si tu mets une capuche sur ta tête comme ça et que tu te mets dans le noir complet dans ton bureau puis que tu as juste la lumière de l'ordinateur qui t'éclaire, là oui, ça marche. Ok, ouais. Ok. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui fait que, au final, les gens, ils croient pas ce que ces personnes disent, mais ils croivent ce que ces personnes disent. Tu vois, quand t'as un gars qui dit très fort, je sais pas, par exemple, on va prendre un concept. euh, En naturopathie, certains naturopathes disent qu'à partir de 40 ans, tout ce que tu as fait avant a eu aucune utilité et puis que tu as un espèce de reset magique et que ce qui a de l'importance, c'est qu'est-ce que tu vas faire à partir de 40 ans. Physiologiquement, ça n'a aucun sens et je pense que tu n'as pas besoin d'avoir fait des hautes études pour comprendre ça. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes prennent ça comme une vérité absolue? Bah, ça tombe bien parce que j'ai créé un exemple pour toi Oh, pour comprendre cette problématique des biais et pourquoi ça déconne. Alors, c'est avec grand plaisir. j'ai pris l'exemple du syndrome du microbiote encrassé. Parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Le J'ai syndrome du microbiote encrassé. ouais, j'ai Mhm. failli péter mon téléphone par terre, puis je me suis dit que j'avais oublié qu'il coûtait un SMIC, donc je ne l'ai pas jeté. Et que tu en Je as besoin fais, pour je fais- bosser aussi. Oui, et c'est ça, je fais juste crier dans mon coussin très fort. Euh, J'ai pris Chapata et je lui ai éclaté sa race. Donc, imaginons une femme de 40 ans, 50 ans, Mhm. d'accord? Elle a des ballonnements et de la fatigue, ce qui sont des symptômes pardon, extrêmement courants dans la vie, c'est multifactoriel. Et un soir sur Instagram, elle tombe sur une vidéo d'un influenceur santé qui parle avec une assurance absolue, hein. C'est un ton grave, une musique douce derrière, une blouse blanche achetée sur Amazon, des lunettes, qui est un signe d'autorité scientifique, un regard direct à la caméra, enfin tout ce qu'il faut. Et ce gars affirme, si vous êtes tout le temps fatigué, c'est que votre microbiote est encrassé. Je vais vous expliquer exactement comment le nettoyer. Mhm. Le mec n'a aucune formation, Mhm. d'accord? Bon. Mais comme il a un ton calme, qu'il est sûr de lui et qu'il est beau, ça crée une illusion de compétence. S'il était moche, ce serait pas pareil. Ouais, oui, oui, Ok. oui, Si t'es vilain, carrément. ça Oui. marche pas. Non, les gens regardent des vidéos de gens vilains juste pour se divertir, pas pour s'informer. Non, mais c'est un biais. Le biais de la beauté, c'est important. C'est terrible, mais c'est comme ça, hein. Mm. Attends, mais tu vas pas voir un dentiste qui a pas de dents, d'accord? Oui, oui, bien sûr, mais il y a plein de coiffeurs qui n'ont pas de cheveux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, je t'ai Mais peut-être cassé qu'ils ton les ont exemple. perdus. Je t'ai cassé ton exemple. Tout ce que tu vas dire à partir de là ne sera plus pris au sérieux. Non, je déconne. Mais ok, donc on continue. Qu'est-ce que je disais? Oui, La donc du beauté, coup, ouais. la nana en question, elle est convaincue qu'il sait de quoi il parle, Ok, même si c'est pas forcément vrai. Bon, le truc, c'est que la veille, donc cette dame, elle est allée chercher le mot ballonnement sur Google, et l'algorithme lui a servi en continu des vidéos sur les toxines, des posts sur le microbiote sale, des témoignages de gens qui ont vécu, qui ont suivi la même cure, enfin, bref, oui. la tambouille classique. Et rapidement, son feed Insta devient un cercle fermé, où tout semble confirmer le diagnostic inventé sur le microbiote encrassé. Ok. Ça, c'est important. Ça se referme sur elle. Elle a l'impression d'avoir découvert un truc, une vérité scientifique cachée,
alors qu'en fait, elle tourne en boucle autour d'un truc faux. Mais elle le sait pas parce qu'elle n'a pas de compétences dans le domaine et on peut pas lui en vouloir. Mhm. En plus, vient ensuite la chose suivante, c'est que l'influenceur en question, ou l'influenteur, on peut dire ça comme ça, il simplifie avec une petite histoire rassurante en disant, bah voilà, votre microbiote, c'est un évier bouché, vous devez juste le déboucher. Bien sûr, c'est Ok? facile. Ouais. Alors que la réalité est toujours complexe, hein. Ça va être une question de digestion, de sommeil, alimentation, stress, hormones, blablabla, blablabla. Et le cadre, pardon, cette métaphore là de l'influenceur, elle est fausse, bien sûr, mais visuellement, elle est très très sexy. Mhm. Puisqu'en fait, on remplace une réflexion médicale par une image facile qui donne un sentiment de contrôle. Mhm. Voilà. J'ai qu'à déboucher mon microbiote, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est simple. Euh, du coup, alors, il propose des trucs de fou, donc je me rappelle plus ce qu'il avait marqué, mais des trucs détox, des trucs pour se vider les intestins, bref. Et la personne, elle va tout suivre, elle va tout faire. Parce qu'elle est persuadée que c'est scientifique, que ça a du sens. Mhm. Et dans cet exemple-là, en fait, la personne, elle n'est pas manipulée par la science, mais par une illusion de la science. Mhm. Et quand elle se rend compte que ça marche pas, elle perd foi en ce qu'elle pensait être la science. Ok. Et là, on arrive à un gros problème, c'est que les gens à l'heure actuelle perdent foi en ce qu'ils croient être la science, Mais parce que c'est pas alors de la qu'en science. fait, c'est pas de la science, ça n'a rien à voir. Ok. Et ça, à mon avis, c'est un des gros dangers actuels des réseaux et des algorithmes. Est-ce que après cette perte de foi en la science à cause de faits qui sont pas scientifiques, ça peut aussi amener plus rapidement à le fait de tester des méthodes qui vont être de plus en plus ésotériques et de plus en plus farfelues? Tu vois, comme, je sais pas, réflexe compensatoire. Ah, la science m'a déçu, donc je vais aller chercher des trucs qui sont pas scientifiques. Et c'est la porte ouverte à encore des dérives plus graves. Alors, potentiellement, en fait, le problème de fond, c'est que si on n'a pas de culture générale scientifique, on va toujours se laisser avoir par des biais. Mhm, Mais même quand on est scientifique, on peut se laisser avoir. En fait, ce qui est terrible, c'est que la science, c'est un sujet qui est très très complexe. Et donc, même quand on est un excellent technicien, on se laisse avoir. mhm, C'est quelque chose, pour le coup, que moi, j'avais appris il y a très longtemps quand j'étais jeune, quand j'ai appris à faire de la magie, parce que j'ai été magicien professionnel pendant 10 ans. Euh, et le, ce qui est fou, c'est que on pourrait se dire, OK, la magie, donc c'est des tours de cartes, voilà, c'est des biais cognitifs permanents qui sont combinés de façon plus ou moins élégante. Et on pourrait se dire, OK, quelqu'un qui est un excellent logicien, avec une bonne vue, au bout d'un moment, il va mieux anticiper, il va pas se laisser avoir. mhm. Et en fait, très souvent, ce sont les logiciens qui se font encore plus avoir que les autres. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils essayent de réfléchir. Souvent en magie, la solution est très simple. Et à partir du moment où on commence à mettre un raisonnement un peu complexe pour évaluer la chose, on se fait avoir. Ok. Et à l'inverse, des gens qui sont très très, on va dire, terre à terre, euh, je prends un exemple caricatural, mais un agriculteur, il va être là, écoute, t'as levé deux cartes au lieu d'une, c'est bon, ne prends pas pour un con. Sinon, je t'envoie ma grosse paluche dans la face. Et il a raison, Ouais. il a raison. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que plus on est éduqué, plus on a tendance à réfléchir, et donc si on n'a pas le bon ajustement dès le départ, on réfléchit faux. Mhm, Alors que, donc spécifiquement pour la magie, quand on est très peu éduqué, on va directement sur les choses simples. Malheureusement, dans le sujet de la santé et de la science, ça marche pas comme ça. C'est que quand on est peu éduqué, on se laisse facilement avoir partout et n'importe quoi. Mais par contre, en étant plus éduqué, on se laisse moins avoir, mais on peut quand même se laisser avoir. mhm. Ok. Est-ce qu'il y aurait, tu vois, sans avoir l'éducation scientifique de base. Alors, je vais parler de moi et c'est pour ça que je dis scientifique de base. Si tu veux, j'ai des notions en physiologie, je l'enseigne depuis maintenant 8 ans de manière basique pour expliquer le fonctionnement du corps à des coachs sportifs qui démarrent et qui ont absolument aucune idée de comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc, j'ai vraiment, si tu veux, pour moi, un niveau de compréhension du fonctionnement du corps humain qui est je pense, un peu plus élevé que la majeure partie des gens, mais qui est encore pas, je vais prendre à ton niveau ou à celui de Sylvain ou à celui de Sean pour la partie cardio. Euh, Moi, quand j'entends quelqu'un tenir un propos où il est très assuré, j'arrive à me poser certaines questions parce que ben voilà, je me dis, mais attends, ça fait pas sens. Mais est-ce qu'il y aurait des questions
générale qu'on pourrait se poser face à quelqu'un qui dirait quelque chose de manière très affirmée pour se prémunir de tomber dans le piège ou pas? À mon avis, non. Parce que Ok, c'est trop dépendant du sujet. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un est trop péremptoire dans ce qu'il raconte, qu'il apporte pas de nuances, déjà, il y a anguille sous roche. ok. Si la personne est incapable de développer un raisonnement et ne fait que des affirmations, il y a anguille sous roche. Ah bah ça, c'est déjà pas mal. Euh, oui, oui, c'est vrai, Ouais. mais c'est faible. Et en fait, ça va être de pire en pire maintenant avec l'IA. Je trouve qu'il y a encore un autre truc, c'est si la personne, elle a plein de petits soldats qui viennent à sa défense quand elle se fait alpaguer par quelqu'un sur les réseaux. Non, c'est l'effet d'idolâtrie. C'est pas. Pour moi, c'est pas vraiment. Effectivement, l'aspect sectaire peut avoir un rôle, mais le problème, c'est que à partir du moment où à partir du moment où t'es suivi, par exemple, par 10 000 personnes, tu peux toujours avoir 5 6 personnes qui vont venir te défendre. Ok. C'est pas Je trouve forcément je significatif. trouve il y a moins ce... Enfin, alors, c'est complètement biaisé parce qu'en fait, je fais une généralité de ce que j'observe que moi-même à ma petite échelle. Donc, forcément, ça va pas, c'est pas le truc le plus pertinent. Mais de ce que j'observe, j'ai l'impression que les gens qui ont des propos qui sont pondérés, qui ont des propos qui sont contextualisés, qui expliquent le raisonnement, qui sont capables de dire ah, bon, bah là, je me suis trompé, ont moins ces petits soldats qui montent un peu, tu vois, aux barricades à chaque fois qu'ils se font rentrer dedans. Mais Oui, c'est possible. Euh, mais ça tient plutôt. Ouais, oui, c'est possible. Ouais. voilà. Mais c'est, tu vois, dans ce côté un peu sectaire, gourou. Ouais, Les gens sont rapidement enflammés, quoi. oui. Mais Moi, ça, c'est le problème de l'idolâtrie. Oui, l'exemple dis-moi. fatidique, c'est functional pattern. C'est C'est quoi ça encore? Ah bah je te laisserai aller regarder, peut-être sur un téléphone tu vois qui coûte pas trop cher. Mais en gros, c'est un coach américain qui qui prétend que ben voilà tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant en préparation physique, c'est du bullshit et que au Bon, final déjà, ça ouais, c'est un excellent repère. À partir du moment où quelqu'un vous explique que tout ce qui a été fait avant, c'est du bullshit, écoute, mec, va niquer ta mère. Voilà. C'est ouh, pas possible. c'est Oui, non, très vulgaire, hein, mais j'aime oui, bien, je suis j'aime bien. vulgaire, mais ça m'énerve, ces gens. Ouais, En bah fait, voilà. les gens qui éradiquent complètement le passé, le travail de milliers de personnes compétentes et diplômées sur un siècle, ne méritent pas le droit à la parole. Ça, je vais le mettre je vais mettre cette citation-là, qu'ils aient bien niqué leur mère en story Instagram. Ok, ça me parle. Du coup, comment est-ce que vous avez décidé de faire la promotion de votre application Oui. euh, sans tomber dans, dans ces, ouais, dans ces méandres de la promotion de produits qu'on voit sur les réseaux sociaux? Comment vous faites une promotion qui n'a pas pour but d'entuber vos clients tout en sachant que bah, il y a quand même un intérêt économique à vendre votre application aussi? Oui, alors, tout d'abord, en fait, peu importe ce qu'on fait, on est toujours biaisé. Donc, Mhm, même si on y met tout notre cœur et notre morale et notre rationalité, on a toujours des petits biais en nous et on ne peut pas faire autrement que de vivre avec. Cependant, concernant l'application, en fait, bon, déjà, donc pour faire connaître l'application, il faut faire des réels. mhm, Pour parler, les réels, ils abordent des sujets précis. Et donc, là où les biais interviennent en général, là où il y a de la fausse publicité, la publicité mensongère ou des choses qui sont enjolivées, c'est dans les biais, mhm, c'est dans les réels. Mais bon, les réels, c'est Gabriel et moi qui les faisons. Là, pour l'instant, essentiellement, c'est moi pour l'instant. Et du coup, c'est moi qui construis le texte, tu vois. Je ne vais pas laisser quelqu'un du marketing écrire le texte à ma mhm, place. Donc, comme je connais parfaitement le sujet, je sais être modéré et utiliser les bons mots au bon moment pour expliquer le projet sans amener des fausses vérités ou exagérer le propos. mhm, Le, Par exemple, je considère que l'outil IV est une application, enfin un outil qui est révolutionnaire pour les coachs pour quantifier objectivement la santé des gens, mais je dis pas que c'est un outil révolutionnaire sur la santé. ouais. Je sais. À mon avis, c'est un outil qui est très puissant, mais il n'est pas.
il n'est pas omnipotent. C'est pas parce que tout d'un coup tu as acheté Vie4 que tu es en meilleure santé. Mhm. Il y a des... Je vais prendre un exemple, je vais prendre un exemple sans citer la personne. Un kiné qui est très connu en France et qui a écrit un bouquin sur le vieillissement Mhm. et qui Tu dans le cites pas la bouquin, personne, ça réduit quand même vachement le champ, hein. je, 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 je peux pas empêcher les gens de raisonner. Oui, oui, tout à fait. Bon, et cette personne qui n'y connaît rien dans le domaine du vieillissement, donc écrit un bouquin là-dessus, et dans le bouquin, il explique que oui, donc en fait, vous avez déjà acheté le bouquin, donc vous avez déjà fait un premier pas positif pour être en meilleure santé. Donc à la limite, c'est pas grave si vous lisez pas tout le bouquin ou que vous comprenez pas tout ce qui est marqué. Il marque ça sur la première page du livre. Waouh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ok. En fait, en fait, la problématique avec la santé, c'est que on veut souvent les biais, c'est que les gens essayent de vendre des trucs, ils disent oui, ça coûte rien de faire ça, vous pouvez être en meilleure santé de façon gratuite. Non. V4, à un moment donné, il faut quand même se tester en VO2 max, donc se faire mal sur un effort de 5 minutes. Il C'est faut se horrible en plus tester, de ça. oui, il faut se tester en force max tout en restant précautionneux quand même. C'est-à-dire que je veux pas que les gens se blessent. Ils font un effort dur en charge lourde, mais en gardant une posture correcte. Mhm. D'où l'intérêt aussi d'être coaché. Mais en fait, il faut bien comprendre que la santé, c'est quelque chose qui se gagne. C'est Mhm. une médaille. Donc, on peut pas évaluer quelqu'un en santé, objectivement, sans, à un moment donné, mettre les mains dans le charbon. Ouais, ok. Donc, comment est-ce qu'on a fait? Ben, on fait au mieux, sans tomber dans le marketing, on va dire, amoral. Ouais. Est-ce que quand tu as fait les scripts des réels que tu as fait pour V4, il y a eu des fois où tu as écrit ton truc, puis là tu t'es dit, je vais revenir en arrière parce que ça va Oui, pas? Ouais, ok. oui, oui. Donc même Ah oui, toi, oui, tout le des temps. fois en écrivant, tu te dis, oula, ah non, là, top, je reviens et puis je refais parce que je vais peut-être trop loin ou c'est pas pertinent. Oui, oui, je l'ai. Du coup, comme je suis écrivain à côté, en Ouais. plus, j'aime beaucoup le sens des mots. Donc, j'aime bien chercher les phrases qui ont du sens et qui sont ajustées par rapport à ce que je veux que les gens comprennent Mhm. de ce que je raconte. Donc, oui, oui, je retravaille mon texte. C'est normal. Parce que je veux pas. Comment dire? Il y a aussi la chose suivante, c'est que moi, je suis formateur, je suis un ancien chercheur. Comment dire? Les gens apprécient ce que je fais parce que je suis assez franc dans ce que je fais. Et si je commence à vendre quelque chose, je veux surtout pas que, il y ait des biais pour que ça détruise, entre guillemets, ma réputation. Ouais. C'est aussi simple que ça. En fait, pour moi, j'ai tout à perdre à proposer un outil qui vend des promesses. Oh, mais tu pourrais t'en battre stratosphériquement les couilles et te faire plein de fric. Et quoi? Et te faire plein de fric. Oui, mais c'est pas ce que je veux. Pareil, la notion d'argent. Parce qu'on a évidemment, on a fait des études de marché avant Oui. ça. Les outils qui mesurent la santé ou qui prétendent la mesurer coûtent extrêmement cher. Ça coûte, ce que je te disais, c'est entre les plus petits prix, c'est 300 euros et les plus gros prix, on est sur du 5000 euros en Ouais. France, hein. Ouais. Oui, puis même si on prend un truc comme Whoop, c'est un membership tous les mois et je sais plus si c'est, je crois que c'est entre 10 et 20 euros par mois. Donc Oui, même ça, c'est un truc où tu dois payer tous les mois pour y avoir accès. ouais. Ouais, ok. Et du coup, l'idée, nous, c'était simplement d'offrir, enfin, de gagner un peu de sous quand même par rapport à ça pour faire vivre le truc. Parce que derrière, il faut bien aussi comprendre la chose en interne, c'est que pour pouvoir promouvoir la chose, pour qu'il y ait plus de gens qui y aient accès, il faut communiquer dessus. Et communiquer, ça coûte de l'argent. Mhm. Alors évidemment, on veut en retirer des sous un peu pour nous, mais c'est jamais, ce genre d'outil, c'est jamais une manne. L'objectif, c'est pas que ce soit une source de revenus colossale. L'objectif, c'est que, en fait, ça sert de repère pour la majorité de la population. Si on arrive à toucher une majorité des gens, qu'une majorité des gens se mettent à faire du squat, de la VO2 max, etc., pour être en meilleure santé, nous, c'est gagné. Mhm. L'objectif de fond, c'est que la population générale perçoive réellement leur santé et se prenne en main par rapport à ça. Et pour se prendre en main, vont donc faire appel à des coachs et nutritionnistes. Et donc, finalement,
ça a plusieurs vertus. La première vertu, c'est que les gens vont prendre conscience de leur santé. Deuxième vertu, c'est que ça va faire monter la demande auprès des coachs et des nutritionnistes. Mhm. Donc, on a un outil qui donne du travail aux professionnels de santé et qui va élever le niveau général de santé des gens. Ouais. Parce que, quand même, un truc rigolo, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai une cliente qui vit à Dubaï et qui a fait un test de VO2 max et qui est à une VO2 max de pâte à crêpes à 34. D'accord? Et c'est pas grave, hein, c'est comme ça, tu vois. Ouais, Mais, l'expression de pâte à crêpes. et du coup, dans ce laboratoire, ils lui ont dit, ouais, votre VO2 max, c'est dans la moyenne, tout va bien. Parce que, en fait, on se retrouve avec une situation un peu limite où des gens qui font des mesures de scientifiques objectives euh, décalent les échelles de santé pour faire entrer de l'argent et dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Bon, ben, oh, Ouais. Alors bon. que c'est le rôle des professionnels de dire aux gens ce qu'ils doivent entendre et non ce qu'ils veulent entendre, même si c'est douloureux. Alors après, on peut le faire de plusieurs façons différentes. Hein. Il y a la façon en mode oui, votre vœu de max est faible, il faut l'améliorer. Ou alors la façon là que je viens de te sortir, votre vœu de max c'est celle d'une pâte à crêpes frite depuis 10 ans, il va falloir se sortir les doigts des fesses. Ouais, clairement. On peut pas faire ça. Non. Enfin, si t'as envie de. Si t'es un être humain bienveillant, tu fais pas ça. On va dire ça comme ça. Exactement. Mais qui a dit que j'étais bienveillant? Donc du coup, Oh. non. Non, Oh. donc du coup, l'intérêt, encore une fois, de l'outil, c'est de, de servir de repère aussi aux professionnels. Mhm. Ok. D'accord. Pourquoi avoir fait le choix dans les tests de force? Qu'est-ce qui a motivé le choix de prendre l'exercice du back squat ou du soulevé de terre pour le membre inférieur et du développé couché ou des tractions lestées pour la force des membres supérieurs? Pourquoi pas, j'en sais rien moi, pourquoi pas des Bulgarian split squat pour le bas du corps et puis du développé militaire et du tirage buste penché? Parce qu'en fait, c'est là où on a le plus de données. Ok. En fait, grâce ou à cause de la communauté de powerlifters, SBD, squat, deadlift et bench, c'est les mouvements qui sont les plus primés à la fois en salle de sport, en salle de muscu, voilà. Donc du coup, c'est des repères classiques qui existent depuis très longtemps. J'ai rajouté les tractions parce qu'on avait deux mouvements pour le bas du corps, il fallait deux mouvements pour le haut du corps. Ok, Et en exercice de tirage, le truc le plus simple, le plus facile à mesurer, c'était les tractions. d'accord. Voilà. Ok. Donc c'est pour des raisons Euh, de données statistiques. oui, c'est ça. Et donc derrière, après, on a des gaussiennes qui nous permettent de savoir où en sont les gens en moyenne. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et concernant la mobilité, euh, parce qu'en fait, V4 est amené à évoluer. Oui. On va l'améliorer en rajoutant des petits trucs en plus. Même si les quatre piliers fondamentaux, ça reste euh, le cardio, la force, la digestion Le sommeil. et le sommeil. Et dans la force, vous avez la mobilité, qui est une sous-catégorie déjà. Mhm. Et pour la mobilité, on a pris comme mouvement l'overhead squat, qui est un mouvement compliqué, qui est le mouvement roi de la mobilité, Mhm. mais qui au moins permet de savoir tout de suite les choses. Ok. Quand tu dis mouvement roi de la mobilité, alors moi je vois bien pourquoi, mais étant donné que je l'ai fait aussi, le test, mais pourquoi est-ce que c'est le mouvement roi de la mobilité? Parce que, en fait, quand on fait des tests de mobilité, en général, on mesure la mobilité thoracique, la mobilité d'épaule, la mobilité de bassin, la mobilité de cheville, la mobilité de genou. Mhm. L'overhead squat engage tout en même temps. Œuf, jambon, fromage, qui dit mieux, Ouais, c'est une sainte horreur. Ok, oui, ok, tout simplement. je vois bien. Maintenant, l'étape d'après, ça va être de rajouter des tests de mobilité plus simples, qui permettront de pondérer la valeur de l'overhead squat, et de rajouter d'autres éléments sur d'autres Ok. tests. Est-ce qu'il n'y a pas je sais pas si on peut appeler ça un biais de non-spécificité ou un biais de spécificité, mais est-ce que les données sont pas biaisées si je fais jamais de overhead squat ou si le overhead squat, c'est un mouvement que j'ai l'habitude de pratiquer plusieurs fois par semaine? Par exemple, je te donne l'exemple, est-ce qu'un haltérophile, in fine, il va pas avoir un meilleur résultat à son overhead squat parce qu'il en fait Oui, beaucoup dans sa pratique de l'haltérophilie versus quelqu'un qui est plus un go muscu et qui en fait moins? oui, bien sûr. En Ok, fait,
ça, pour le coup, c'est un biais naturel de Mhm. n'importe quel test. C'est que pour être bon dans un truc, il faut le faire. Ok. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que typiquement, j'en en parle sur les tests de VO2 max. euh, Aller dans un laboratoire faire un test de VO2 max alors qu'on n'en a jamais fait de sa vie, ça n'a aucun sens. Il faut d'abord s'entraîner spécifiquement sur le temps ou la distance. Et une fois que le corps est entraîné spécifiquement là-dessus, il faut aller faire un test en laboratoire fait sens. Ok. Mais si tu n'as jamais fait ça avant, ça va forcément biaiser le truc, sous-évaluer les valeurs physiologiques, etc., etc. Mais c'est pas grave. Euh, Parce qu'à minima, les gens le font. Donc du coup, même s'ils ont un score qui est un peu en dessous de ce qu'ils pourraient avoir, au moins ils savent que ça, c'est un mouvement repère. Et que Mhm. s'ils doivent s'améliorer, il faut qu'ils cherchent à améliorer l'overhead squat. Ouais, ok. Mais donc voir aussi, et c'est là où le coach ou le préparateur physique rentre dans la En jeu. danse, c'est que le client qui est... est-ce que je fais un raccourci trop important en pensant que les 200 personnes qui ont testé aujourd'hui V4 sont principalement des professionnels de la partie paramédicale de la santé, où il y a vraiment Ah, des gens, monsieur, madame, tout le monde? non, c'est pas du tout des professionnels, Ok, mais par contre, notre avatar, c'est-à-dire la population cible, n'est pas la population générale basique ok, pour l'instant. ouais, Parce que simplement le niveau des gens est trop bas. pour Euh, pouvoir faire le protocole, ouais. quoi. Ouais, C'est ça. Il y a des gens pourraient même pas, la plupart des gens ne peuvent pas faire un squat pour casser la parallèle. ouais. Donc, on est déjà sur un avatar d'une population de gens qui sont déjà sportifs, Mhm, qui veulent savoir où est-ce qu'ils en sont en termes de santé, mais qui ont déjà en fait un pied dans le sport. ok. Et là, du coup, ça fait sens. Et donc, les crossfitters, les gens de l'endurance, les gens de l'Irox, alors évidemment, les coachs, tout ça, c'est une population qui est un peu notre cible, Mhm, naturellement. Ça fait déjà assez de monde comme ça. oui. Et avec le temps, l'objectif, c'est de pouvoir, pas moduler, mais ajouter des branches à V4 pour on puisse tester la population générale sans perdre en qualité. Mais ça, pour le coup, ça viendra plus tard. Parce que le problème à l'heure actuelle, c'est que tu prends quelqu'un de façon aléatoire dans la rue. Je vais te montrer une stat intéressante, parce que je les ai quelque part, je les avais compilés. Gna gna gna, graphique. Alors, ça c'est quoi ça? Deadlift chez les femmes. Oui, c'est intéressant ça. Mhm, Soulever la moitié de son poids de corps. ouais. C'est déjà dans le 50% supérieur de la population féminine. Wow. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié des femmes qui ne peuvent pas soulever la moitié de leur poids de corps d'une En charge au soulevé de sol, terre. en soulevé de terre. La moitié. Ouais. C'est ça le niveau des désengagements, de déconditionnement physique de la population générale. Mhm, Après, il faut bien se comprendre que là, cette gaussienne, enfin ce graphique, il prend en compte tout le monde. Tout le monde, ça veut dire entre 20 et 80 ans. mhm, Et forcément, les populations au-dessus de 50 ans font énormément baisser la stat. ouais. Mais comme l'objectif de V4, c'est pouvoir encadrer tout le monde, bah forcément, voilà. Mhm. Oui, oui, puis le truc, et c'est ça aussi qui est, je trouve, bien, parce que après, le compte-rendu est très bienveillant. Enfin, je le trouve pas du tout. Alors, de un, il n'est pas moralisateur. De deux, il n'est pas alarmiste. Et je trouve que ça montre aussi bien la bienveillance qu'il y a derrière. Parce que quand c'est moralisateur et alarmiste, en général, c'est qu'il y a Oui, il y a une formation, il y a une formation qu'on va te vendre dans pas longtemps. Donc c'est ni moralisateur ni alarmiste et c'est vraiment, enfin voilà, vous avez des niveaux de où est-ce que les personnes en sont et si on est dans les niveaux qui sont plutôt bas, c'est vraiment le discours, c'est pas vous avez un problème, mais vous avez un point de départ pour améliorer votre santé. oui, tout simplement. Mhm. Parce que bon, si tu sors d'un test et qu'on te dit que c'est une catastrophe, que tu es une catastrophe vivante et que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'abord aller voir un comptable pour le cercueil, sinon c'est naze. Ouais. Bon, moi j'ai eu ça, j'avais fait un suivi à distance il y a quelques années en arrière. Le coach me fait faire tout un protocole de testing et on fait le débrief. Et donc, c'est un ami hein, qui me fait faire ça. D'ailleurs, peut-être qu'il se reconnaîtra et je lui fais des cœurs. Et d'ailleurs, je lui avais dit que j'étais pas hyper satisfait.
Mais en fait, on finit le débrief, on clôt le call, et j'avais vraiment l'impression d'être tordu de partout, d'être nul dans tout. Enfin, vraiment, j'ai pris une claque psychologique qui était violente. Qui était Mm. violente alors que bah, je m'entraînais, je bougeais. Enfin, voilà, c'était pas. Et je lui ai dit par la suite, je lui ai dit, mais tu sais, quand tu as fait le feedback, tu as été tellement dur que j'avais l'impression d'être Quasimodo, quoi. D'être tout tordu de partout. Puis il m'a dit, ah ouais, désolé. Ah, bref, après, on a chacun, tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais c'est vrai que j'ai pu voir, j'ai pu constater ça dans un club. Je te raconte cette anecdote, elle est absolument incroyable. Comme quoi, quand tu dis quelque chose avec beaucoup de conviction et que tu as un discours un peu alarmiste, les gens tout de suite, ça les embarque. Un personal trainer reçoit une cliente pour la première fois. C'est la première séance, c'est une séance d'essai. Il l'a fait, il pose un bosu sur le sol, donc Mhm. surface plate contre le sol, Ouais. surface instable en dessus. Il lui dit monter sur un pied, monter sur le bosu sur un pied. Donc il l'a fait monter sur un pied, il lui donne les mains pour qu'elle monte, il lui lâche les mains, elle tient 3 secondes, elle descend, et il lui dit, vraiment avec une assurance absolument incroyable, vous avez un grave problème d'équilibre, mais en prenant des séances avec moi, on va régler ce problème-là. C'est pour se faire de l'argent, c'est bien. Donc, et la dame était là, oh, ok, ok, ok. Ouais, voilà, oui, je vais prendre des séances. Reprenez mon argent, réglez ça s'il vous plaît. Ouais. Oui, en fait, il faut trouver une ligne pour rassurer les gens, leur montrer qu'ils ont un bénéfice à venir nous engager pour aider, les aider à continuer de progresser, sans non plus les alarmer en disant, écoutez, si vous prenez pas une séance avec moi, je garantis pas votre sécurité pour les prochaines 24 heures. Ouais. Mais c'est comment, parce que je pense que ça, c'est un truc aussi qui revient assez souvent avec les coachs que j'ai la chance d'accompagner, c'est comment faire la promotion de son activité, tu vois, sans tomber là-dessus, sans tomber là-dedans, dans le fait de sortir des chiffres qui viennent de nulle part, tu vois, par exemple. Bah moi, je vends de la formation business. On est beaucoup à faire ça. Il y en a beaucoup qui vendent ben, de la poudre de perlimpinpin, qui utilisent. Là, la dernière publication que j'ai vue, c'est un coach qui vend un mentorat et qui dit 90% des coachs échouent parce qu'ils n'ont pas de structure. Puis moi, je me dis, mais en fait, de où est-ce qu'il a pu aller chercher ce 90%, tu vois? Et donc, du Mm. coup, je vais chercher. Et puis, en fait, à aucun endroit, tu as une étude officielle qui dit bah 90% des coachs échouent parce qu'il n'y a pas de structure. Comment on fait pour pas tomber là-dedans? Comment est-ce que toi tu fais au jour le jour? Pour pas acheter les formations? Pour pas devenir un connard en fait. Pour- Ben, tu veux dire en tant que coach? Ouais, en tant que coach, tu vois, toi, tu as une activité, tu dois vendre, ben voilà, t'as des besoins économiques, Ouais. tu dois bien gagner de l'argent. Comment est-ce que tu fais la part des choses? Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens parce que les gens, moi, le retour que j'ai, c'est bah j'aimerais, mais j'aimerais pas tomber là-dedans. Comment est-ce qu'on tombe pas là-dedans? Alors, moi, ma problématique, elle est un peu décalée, mais ça revient au final à la même chose, c'est que moi, ce que j'adore, c'est la réhabilitation. Donc, du coup, j'aime bien des gens qui sont cassés, Mhm, je les prends et je les remets sur pied. mhm. Voilà. Alors, j'ai pas que des gens comme ça, hein, mais Bah non, moi je j'imagine. suis pas cassé par exemple. Ben voilà. Mais du coup, la problématique pour les gens qui sont en réhabilitation, c'est parce qu'ils me disent, ouais, quand est-ce que je serai réparé? Et le problème, c'est que ça, je peux pas le savoir. Je peux pas leur dire, voilà, dans 3 semaines, vous êtes réparé. Je dis, voilà, ben, un ligament, si c'est un ligament qui est touché, ça peut prendre 3 mois. Si c'est un tissu, ça peut prendre 6 semaines. Si c'est juste une contracture, une question de mobilité, ça peut prendre 2 semaines. Si c'est neuro, ça peut prendre 3, 4 semaines. Et après, ben, y a pas de, c'est pas possible de prédire ça. Donc, je peux pas leur annoncer un temps de réhabilitation définitif. C'est simplement, on se lance et puis voilà. On Mhm. voit combien de temps ça va prendre. Euh, Ça ne doit pas prendre plus de 6 mois. Voilà. Normalement. Mais, mais en fait, j'essaye pas de donner des promesses que je peux pas tenir. Ok. Ouais. Je fais pareil, mais oui. La dernière fois, j'ai un coach, il m'a envoyé un message, on discute pour l'accompagnement, puis il me fait dans combien de temps est-ce que j'aurai rentabilisé mon investissement? Et à la fin du suivi de 6 mois, combien est-ce que je peux espérer gagner par mois?
Et je lui réponds, j'ai dit, écoute, je peux répondre à aucune de tes deux questions. Le seul truc que je peux te garantir, c'est que je vais faire tout mon possible pour que ça fonctionne et te donner Ouais. les meilleurs outils. Mais ça t'est déjà arrivé de te retrouver confronté à des clients ou des clientes qui te disent ah ouais, bah en fait, non, moi je veux qu'on me dise précisément, donc je veux pas travailler avec vous? Oui, oui, Ok. oui. Mais le problème, c'est que moi, je suis pas devin, hein. Si j'étais devin, je serais pas en train de me casser les couilles à me faire payer par des gens chiants comme vous, là, pour... Je serais déjà en train de d'être Donc moi, je dirigeant l'invite sur dictateur mon du monde. podcast pour parler de son projet et il me traite de gens chiants. Alors voilà, bah bravo les amis, hein. Faites-vous des potes, je vous félicite. Non, non, mais non, non, oui, ça m'est déjà arrivé, mais simplement, ces gens-là, je leur explique que, ben, en fait, les gens qui sont capables de prédire avec une très grande confiance en eux où est-ce que l'athlète sera dans 6 mois, soit ils mentent, soit ils mentent. Soit il monte, soit il monte. Ok. C'est pas plus compliqué que ça. Mhm. Comment dirais-je, en fait. À mon avis, pour moi le coaching, c'est un peu comme les tours de magie. C'est-à-dire que en tour de magie, il faut être très bon techniquement pour pas qu'on voit les astuces techniques, pour que Mhm. l'illusion soit belle. Je dis pas que le coaching c'est des illusions, hein. Je dis juste que c'est une analogie, d'accord? J'ai compris. Mais par contre, comme ça c'est complètement, ça ne se voit pas la technique, 90% c'est de l'humain. Mhm. Et le coaching c'est pareil, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as des connaissances, des compétences qui vont permettre à la personne de progresser, ces compétences la personne, le coaché, le client ou la cliente ne peut pas les voir. Si elle les voit, c'est juste fortuite. Le plus important, c'est l'humain. C'est à partir du moment où l'interaction est bonne, que la personne se sent encadrée et que côté coach, il y a des compétences solides qui fait que du coup la personne, elle voit un axe de progression. Ben, en fait, le contrat est rempli. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que les personnes qui n'ont jamais été coachées ont tellement de peine à réaliser l'intérêt de se faire coacher? En partie, et aussi en partie parce qu'ils sont en déni par rapport à leur propre santé. Ils ne se rendent pas compte à quel point ce sont des pâtes à crêpes, hein. Rassis depuis 10 ans. Ok, Non, mais c'est vrai. je vois. Euh, Bon, tu as parlé du VO2 max comme un excellent indicateur de santé. Moi, j'aime bien toujours utiliser cette analogie en cours. C'est de dire que une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Et qu'en Ouais, fait, pourquoi est-ce que le VO2 max est la représentation de la santé de manière générale et un des meilleurs marqueurs? Parce qu'en fait, il montre le travail en synergie de tous les systèmes d'une ouais. grande partie en tout cas. Quel est l'intérêt au final d'avoir un bon niveau de mobilité et un beau niveau de force dans la prévention de certaines maladies sur le long terme avec avec l'âge qui arrive? Alors, je commence avec la mobilité. Mhm, En fait, la mobilité, c'est la capacité à avoir des mouvements sur des grandes amplitudes de façon contrôlée sur le plan neuromusculaire. Et donc, c'est pas la souplesse. La mhm. souplesse, c'est juste la capacité à s'étirer. La mobilité, c'est la capacité à contracter les muscles sur des grandes amplitudes. Et donc, à être si le muscle est capable de s'engager, qu'une qu'une connexion neuromusculaire est capable de s'activer sur des grandes amplitudes, c'est protecteur pour les tendons, les ligaments, le complexe tendinomusculaire. Ok. Et donc, ça prévient les blessures pour le développement de la force, qui est le cœur du sujet pour la santé. Mhm. Donc, la mobilité est une condition de développement, c'est de la prophylaxie pour un marqueur fondamental, un pilier de la santé. Et la force, pourquoi c'est utile? Alors, on sait depuis maintenant un certain temps, au niveau de la recherche scientifique, que les gens qui sont forts physiquement euh, ont des risques vraiment diminués, d'un facteur entre 5 et 10, de maladies neurodégénératives. Ok. Donc, plus on est fort physiquement, moins il y a de risques par rapport à ça. Et second point, euh, c'est la question du système immunitaire acquis. On a deux types de systèmes immunitaires en nous, un système immunitaire inné qui fonctionne de manière automatique, je peux en parler, un système immunitaire acquis qui en fait réagit aux nouveaux virus auxquels le corps n'a pas l'habitude. Les soldats de l'immunité acquise, ils naissent dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, euh,
ça perd de son volume avec le temps, avec les années, ainsi que le thymus. Bon, je simplifie la Mhm, chose. Disons que plus on a une masse musculaire importante, et donc derrière de la force, plus on a une densité minérale osseuse importante, plus la densité, la moelle osseuse est préservée. mhm, C'est pas grand-chose, c'est peut-être 5, 10, 15% max, mais 5, 10, 15% de moelle osseuse en plus, ça fait quand même une armée 15% plus grosse quand on a 80 ans. mhm. C'est la différence entre la vie et la mort. Ok. Ça, si vous voulez, pour les auditrices et les auditeurs du podcast, si vous voulez en savoir plus sur le système immunitaire, on avait fait un épisode avec Vincent, un hors-série comme Ouais. aujourd'hui, où on a parlé de ça sur un temps beaucoup plus long. Je vous invite à aller regarder l'épisode, il était très cool et très intéressant. Et c'est le lien, en fait, entre euh, pourquoi est-ce que faire de la musculation permet de rester aussi en bonne santé. Et sur les maladies neurodégénératives, si je me trompe pas, c'est parce que nous, on a tendance à toujours voir la masse musculaire à travers le prisme de la performance, mais c'est un organe endocrinien important. Et quand on fait de la musculation, on sécrète de l'adrénaline, c'est juste, qui Oui, la vient. pèlerine, c'est la BDNF, Ouais. l'acronyme, qui est en fait une molécule qui promeut la production de neurones, la régénération des neurones, Mhm. donc la biogenèse neuronale, qui est extrêmement puissant. Alors, elle est aussi produite avec le cardio, mais un peu moins, c'est un peu différent. Donc, plus vous faites de la muscu, en fait, plus vous augmentez la régénération neuronale, plus vous épaississez les gangliomélines, plus vous améliorez les connexions au niveau neuro. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent, mais ça veut dire que vous augmentez votre potentiel d'intelligence. Mhm. Ok, d'accord. Euh, Comment est-ce qu'on sait que notre pratique sportive ou la recherche de l'amélioration de notre santé ne devient pas délétère? Quels sont les marqueurs qui pourraient nous faire nous dire, ah tiens, là, je suis peut-être en train d'aller trop loin? Alors, en fait, typiquement, quand le cardio et ou la force deviennent l'alpha et l'oméga de nos journées, ça a tendance à dégrader notre sommeil. C'est-à-dire? Eh ben, on voit ça souvent, par exemple, dans les sports d'endurance ou dans les sports compétitifs en force. C'est qu'à partir du moment où on veut maximiser vraiment une donnée, on a tendance à se mettre de la pression et on a tendance à se mettre en léger surentraînement. Et ce léger surentraînement dégrade la qualité de notre sommeil. Ok. Et donc on dort moins bien. Et forcément, ben là pour le coup, avec une montre Whoop, on le sait facilement. Mhm. D'accord. Donc, du moment que quand on se réveille avec la tête profondément enfoncée dans le fiac, ça peut être C'est une. un, c'est un premier indicateur. Et si on refuse de se reposer parce qu'il faut s'entraîner, là il y a un souci. Mais que c'est un souci psychologique ou un souci physiologique et physique? Ou les deux? Bah, ça va ensemble. Ouais. Le psychologique, c'est de la biochimie dans le cerveau, hein. Mhm. Donc, en fait, la question toujours pareil, c'est c'est savoir si on est dans le déni ou pas. C'est est-ce que je suis en surentraînement? Si je suis en surentraînement, ça veut dire que je suis en train de progressivement dépasser les capacités d'adaptation du corps. Mhm. Et donc, c'est pas bon pour ma santé. Non, Voilà. c'est pas bien, c'est mal. Il faut être patient. Malheureusement, les choses comme la VO2 max ou la force, ça prend du temps, ça prend des années. Euh, il vaut Mais mieux c'est tout. prendre. Oui? Non, non, vas-y, finis. Il vaut mieux prendre 10 ans pour augmenter sa VO2 max de 15 points, plutôt que d'essayer de la monter en 2 ans en se mettant en surentraînement et en dégradant énormément la qualité de son sommeil ou de son système digestif. Mhm. Parce qu'on pourrait paradoxalement faire augmenter sa VO2 max de 15 points en 2 ans et que ce soit délétère pour les autres systèmes physiologiques. Bah, en fait, alors 15 points en 2 ans, c'est chaud quand Énorme. même. Ça dépend d'où tu pars. Si Ouais, tu pars de 35, ça te fait monter à 50, ok. Mais ouais, si tu pars de 50 pour aller à 65, c'est ouais. compliqué. Mhm. Si tu pars de 60 pour aller à 75, alors là, en fait, ça dépend si tu as un travail ou pas. Ouais. Mais Si t'as une vie à dehors de la salle. c'est ça, voilà. Mais théoriquement, c'est possible. Après, le problème de fond, c'est que plus on est bon en VO2 max, en général, moins on est bon en force, Ouais, ok. forcément. Donc Donc, la bonne santé de manière générale, c'est trouver un espèce d'équilibre entre les deux, ou selon comment ton corps est câblé, tu vas être en meilleure santé en étant plus fort et en ayant un VO2 max un peu plus bas, ou d'un autre côté en ayant un VO2 max plus haut, mais un niveau de force plus bas. alors, le truc, c'est que, de toute façon, encore une fois, le marqueur le plus fort pour la santé, c'est la VO2 max. Donc, Ok. vaut mieux privilégier le fait avoir un peu plus de cardio que de force.
Mais ensuite, il y a le truc, c'est que en gagnant en force, en général, on prend en masse musculaire, Mhm, en poids, et donc ça fait baisser la VO2 max, mhm. non pas parce que notre système cardiovasculaire est moins bon, mais parce qu'on prend en poids. Ouais, La VO2 max, c'est la capacité maximale de transport, de captation, de transport et d'utilisation de l'oxygène par unité relative de poids de corps. Et donc là, pour le coup, il faudrait quantifier plus par rapport à la VO2 max absolue. ok. Là, ce serait un peu plus intéressant. Mais qu'est-ce que je veux dire? Disons que c'est pour ça d'ailleurs que dans les tableaux, en gros, si t'as 70 de VO2 max, ta seule préoccupation, ça devrait être de développer ta force. Ouais, ok. Parce que 70 de VO2 max, tout va bien Machine, dans quoi. ta vie. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et si tu tapes 2 fois et demi ton poids de corps au back squat, ben peut-être que ton intérêt, c'est de développer ton V2 au max. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, donc de nouveau, on revient sur un peu de bon sens et un peu de réflexion sans trop pousser, Mais quoi. ouais, et en fait, en plus, c'est facile pour le coup avec l'outil V4 parce que, en fait, avec ton score, tu sais très bien où est ta moyenne. Mhm, Si en diminuant un peu ta force, tu augmentes significativement ta VO2 max, ça va augmenter ta moyenne globale, donc ça augmente objectivement ta santé. mhm. Ouais, à l'inverse, si tu diminues un tout petit peu ta force pour augmenter ton VO2 max, ça fait augmenter aussi tout le tout. Ouais. Ok. Bah écoute, c'est parfait. Je pense qu'on a on a fait un bon parcours sur la première partie de V4, parce que la deuxième partie, ce sera avec Gab sur le sommeil et le système digestif. Je le dis maintenant, comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier, parce que on n'est jamais à l'abri de rien avec ma petite tête. Ah, une mouche, et je sais plus où j'en suis. Je vois vraiment aussi un intérêt sur la prise en charge des gens par les coachs. Je sais que vous êtes en train de réfléchir à un système pour que les coachs puissent faire utiliser V4 à leurs clients, mais je trouve que ce serait vraiment un protocole de testing hyper intéressant à mettre en début de prise en charge. Et du coup, à faire peut-être un petit peu plus que 2 fois dans l'année avec les clients, mais de dire, bah voilà, j'ai un client qui vient, je commence la prise en charge, je lui offre le protocole de V4 parce que bah, votre prix est super abordable. Enfin, on parle de 40, c'est quoi, 43 euros, c'est ça? 48, 48, ouais, c'était un petit peu moins que je paye en francs suisses. sans code promo. Sans code promo, ouais. On parle, on va dire 50 euros. On parle d'un truc à 50 euros qui va vraiment permettre à la personne d'avoir un rapport complet, donc d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue perception, de la plus-value du service, c'est vraiment intéressant. Et puis ensuite, bah, ça vous donne aussi à vous des super indications, les coachs, pour les choses à mettre en place. À savoir que sur la nutrition, il faudra peut-être le faire avec un autre ou une autre professionnelle de la santé. Et puis après, de refaire cette mesure-là pour marquer la progression de la personne. Donc je trouve qu'en plus de ça, c'est un super outil de service pour les gens et pour les coachs. Mm. Donc non, franchement, vous avez fait un truc qui est vraiment cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport à V4 et par rapport à tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, Vincent? Non, on a fait le tour. Encore une fois, je répète, hein, c'est pas un outil miracle, c'est un outil que je considère être très utile pour quantifier la santé. Mhm. Ouais. Et avoir une idée de la direction dans laquelle aller. Ouais, Cool. Super. De toute façon, je mettrai dans le descriptif du podcast les liens vers les différents endroits où on peut retrouver l'application V4. Vincent, merci beaucoup pour ton temps et pour le partage de ton expérience. Tu m'as bien fait marrer, merci c'est à toi. toujours agréable. Euh, et c'est toujours sympa de discuter avec toi. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, bah, merci pour votre fidélité. De nouveau, si c'était votre premier épisode, eh ben, bienvenue dans l'aventure. Et si ce n'est pas le cas, merci d'être là encore et encore épisode après épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quand vous écoutez l'épisode. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de l'explication sur qu'est-ce que V4. Allez, ciao tout le monde. Vincent, bye bye. Bisous.